Bonjour, ici Marianne Hogan et bienvenue à Pas sorti du bois. Entre elles, on se jase, entre elles, on se rencontre, entre elles, on existe. On contrôle pas toujours les situations, mais on peut toujours contrôler notre réaction à la situation. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. C'est la Minute NAC, puis aujourd'hui, je te parle des packs découvertes sur le NAC.com. La semaine passée, je te parlais du programme NAC+, qui s'adresse aux habitués de la marque, mais aujourd'hui, je parle à celles et ceux qui ne sont pas encore des habitués. Si tu n'as pas encore essayé les produits NAC ou si tu as juste envie de tout goûter sans te casser la tête, ben les packs découvertes sont parfaits pour toi. Ils ont rassemblé les essentiels dans des packs gaufres, beurre, gel, drink mix, tout est là. C'est une super option pour tester ce qui passe bien pendant l'effort ou juste pour faire le plein sans trop réfléchir. Tu te prépares pour un gros défi sur l'UTMB World Series? Choisis le pack de produits UTMB qui regroupe tout ce qu'il y aura à ta disposition dans les ravitaux. Question de tester les produits puis courir plus léger rendu le jour de ta course. Puis avec le code promo Pas sorti du bois, ben t'as 15% de rabais sur ta prochaine commande. PASSORTIDUBOIS. On va faire un tour sur le NAC.com, cherche la section packs dans la boutique en ligne puis gâte-toi. Bon épisode tout le monde! Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 240 de Pas sorti du bois. Et là, je suis en compagnie de Marianne Hogan, mais en vrai, puis je te l'écrivais hier, je pense la dernière fois qu'on a enregistré en vrai, ben pas je pense, la confirmation, c'est que c'était à Silverton. Ah oui, c'est vrai. Fait qu'après Silverton, on est à Beauport. Fait on demeure dans l'exotisme, je pense quand même, parce qu'on est chez Thomas Duhamel, qui est légendaire, Thomas. Puis on est chez lui, donc on le remercie de l'accueillir. Si vous entendez des animaux derrière et ou des enfants crier, c'est normal. Écoute, on a fait Marianne des épisodes autour d'un feu à Ricana. À Silverton, là, on est chez Thomas, fait qu'il y a plein d'ambiance, le fun. Merci beaucoup d'être là. Ben ouais, écoute, c'est cool. C'est cool qu'on puisse le faire en personne. Ben oui, quand tu me... Ben oui, je t'ai relancé il y a 2-3 jours. On s'en parle-tu post-western? Je dis, ben, je suis à Québec. OK. Québec. on lâche tout puis on s'arrange pour se voir. Fait que très content d'être en face à face. Yes. Comment ça va? Écoute, ça va. La Western, elle m'a coûté plus cher que prévu. Ouais. Ça va, mais, la récupération est pas à 100%. OK. Ouais. Bon, on pourrait repartir du début, peut-être pas du début de la carrière sportive. Du début, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était Post Canyon, on était à l'approche de la Western State. J'ai l'impression que cette année, Western, encore plus que jamais, il y a eu une couverture médiatique assez folle. Je pense que le sport gagne en popularité, puis la quantité de médias qui étaient sur place à faire du contenu. Puis je salue mes amis de Distance Plus, il y avait des équipes sur place, c'était vraiment cool. Ton équipe partageait beaucoup ce qui se passait. La Western partageait beaucoup, fait que je pense qu'on a quand même vu ce qui a pu se passer dans la course. Ouais. On a vu un tout petit vomi sur Ravito qui a quand même qui est devenu viral. C'est bien tourné. Je pense que tu as contribué à cette viralité-là parce que tu l'as repartagé. Ben, je trouvais que c'était... En fait, ça arrive, puis en fait, ce qui est drôle, c'est que c'est vraiment pas la seule fois que ça m'est arrivé sur le parcours. Je pense que c'est normal aussi en course à haut niveau, ça arrive souvent, mais bref, blague à part, on a vu beaucoup d'images sur le parcours, beaucoup de récapitulatifs de la course, mais j'ai envie de te demander, toi, personnellement, comment ça s'est passé à l'intérieur. Les jours avant, tu disais qu'il y avait ce sciatique-là qui gossait un peu, on peut dire? Ouais, en fait, ce qui est bizarre, c'est que, en fait, toute ma préparation se passait à merveille, là. J'avais zéro problème. Et c'est souvent ce qui arrive, en fait, c'est que t'as pas de problème jusqu'à temps que t'en aies un. Ah ouais. Mais, en fait, dans les 3 dernières semaines, dans la dernière semaine de prépa, en fait, j'ai commencé à sentir une petite douleur dans mon dos. Une douleur que j'étais pas trop certaine c'était quoi au début, mais ça c'était vraiment au niveau de la fesse et du dos. Et puis plus on évoluait, plus on réalisait que mon sciatique était impliqué. Juste parce que en fait c'est une douleur qui se radie dans mon dos, puis ça fait que mon dos est super raide, j'ai mal à l'ischio, j'ai mal un peu partout derrière la jambe.
Et puis, j'ai été capable de finir ma dernière semaine de préparation, mais quand même avec une certaine appréhension. Tu le sentais, hein? Ouais. Et puis, à la fin, quand j'ai commencé mon taper, en fait, là, c'était vraiment le mode, là, il faut tirer la plug parce que j'ai vraiment un problème avec ma sciatique. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que pendant ces 2 semaines-là, je me suis juste dit, en fait, c'est parfait, tu sais, j'ai fait ma prépa, j'ai pas vraiment de problème, j'ai mes 2 semaines pour récupérer. Mais j'ai été surprise, en fait, dans mes 2 semaines, j'ai récupéré un peu, mais ma sciatique est jamais partie. Fait que c'était pas juste une inflammation, non. tu te dis, en réduisant le volume, ça va partir tranquillement, là. Mais ce qui arrive avec la sciatique, c'est, puis évidemment, je suis pas une spécialiste du tout, là, mais c'est que avec tous les muscles qui se tendent autour, ça se peut que la sciatique soit juste prise quelque part, et ça crée une certaine douleur. Okay. Et en fait, c'est ce qui est arrivé, puis j'ai eu mal. J'avais mal dans les 2 semaines avant la course. C'était vraiment incertain là, à savoir qu'est-ce qui allait se passer pendant la course. Donc ça m'a mis quand même. En fait, c'est sûr que ça te lance sur une course. En fait, quand j'ai pris le départ, je me suis dit j'ai aucune idée qu'est-ce qui va se passer. J'ai aucune idée si ça va me lâcher parce que des fois mon dos était tellement sensible qu'il bloquait complètement, puis j'avais de la misère. En fait, le pire c'était m'asseoir. À chaque fois que je m'assoyais, j'avais une douleur qui se créait dans mon dos. Ça c'est bon pour les ravitaux par contre. Des fois on se dit quand on s'assoit dans le ravito, c'est dur de repartir. Faut voir le positif, il y avait ça. La blague c'est que moi j'aime ça m'asseoir au ravito. Même si je m'assois 15 secondes, j'aime ça me permet de Donc ça a été une fin de prépa plus compliquée que ce que j'aurais aimé. Mais je suis toujours restée dans l'optique que j'espère que ça va partir, mais malheureusement, ce n'est pas parti. Et par contre, pendant la course, j'ai pas trop senti mon ischio, j'ai pas trop senti le sciatique, mais tout autour, en fait, ça a été incroyablement douloureux. Là, dès le départ, j'avais de la misère avec ma hanche en montée et j'avais de la misère avec mon ischio en descente. Et à la Western, il n'y a pas beaucoup de plats, là. Donc, non, c'est ça, c'est soit un, soit l'autre. Ouais. Puis tu l'avais dit à Canyons que t'attaquais les descentes parce que justement les montées, tu sentais que c'était moins ta force dans l'état de préparation que tu avais. Fait que tu peux miser sur les descentes. Là, quand et un et l'autre cause la douleur, ça, je suppose que ça joue dans la tête aussi de dire j'attendrai pas le plat pour accélérer, il y en a pas beaucoup. Ouais, ça m'a joué dans la tête, puis en fait rapidement, j'étais comme en fait, j'en arriverai pas au bout là, de la course là, très rapidement en fait, j'ai été dans le dur. Et puis ça a juste fait en sorte que j'étais jamais bien. Tu sais, j'ai jamais juste couru des kilomètres puis me dire là c'est bien, les kilomètres se déroulent. Et c'est la première fois qu'une course ça m'arrive de faire ça. Puis sur 160 kilos, c'est quand même très très long. C'est un effort plus court, ça s'endure. Là c'est un effort, long, tu partais pour 16 heures au mieux. 18, 20, 20, tu sais, ça peut être long, là. Ouais, c'était long, puis en fait, j'ai eu beaucoup de questionnements en première partie de parcours. Je me disais, bon, puis tu sais, je voulais pas non plus me rendre à une déchirure mais je sais pas où la ligne exactement. Puis en fait, j'avançais de ravito en ravito. Puis ce qui est cool avec la Western, par contre, c'est que tu vois tes gens quand même assez rapidement. T'as des bonnes sections quand même où tu sais, 40 kilos au début, puis une autre section aussi où c'est quand même autour de 40 kilos. Mais j'ai avancé dans la course en me disant je vais avancer jusqu'à temps que j'ai vraiment l'impression que je suis sur la ligne là où quelque chose va se passer. Puis en fait, je l'ai mentionné à Macro, je pense environ au kilomètre 70, j'ai dit écoutez là, j'ai vraiment mal à mon ischio. Si je sors pas des Canyons, au moins vous saurez qu'est-ce qui se passe. Je leur ai avisé. Et puis en fait, c'est sûr qu'ils le savaient parce que c'est la première fois aussi dans une course que j'arrive au ravito puis je dis pas un mot. J'étais vraiment là. Puis c'était dur à skier, mais j'avais pas d'énergie à donner. J'étais renfermée sur moi-même parce que je me disais, faut juste que je contrôle en fait ce que je suis en train de ressentir puis juste essayer d'avancer le plus que je peux. Ce qui est pas dans tes habitudes. Non. Habituellement, je suis très. C'était des gens qui t'ont déjà crewé par le passé, fait que tu le voyais que t'étais pas toi-même, puis il fallait que tu combattes ça dans ta tête. Puis c'est particulier parce qu'il me posait des questions puis je répondais pas. J'étais vraiment en mode non parce que j'avais peur d'ouvrir la tu sais en anglais tu dis ouvrir la Pandora's box là, j'avais peur d'ouvrir la boîte puis j'ai mal là, ça va pas, j'étais comme en fait non, ça sert à rien de dire tout ça, je vais juste continuer d'avancer puis je vais voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que de le verbaliser aurait comme rendu ça réel aux yeux de ton équipe? Là, toi, tu le gérais toi-même de l'interne, mais là, si tu le verbalises, ça devient comme vrai. Oui, mais je pense qu'en fait, en course comme ça, ce qui est le plus important, c'est de considérer l'effet que ça a sur toi. Puis je pense que c'est quelque chose que j'ai appris aussi avec mes années en ultra, c'est que, en fait, faut arrêter d'essayer de faire des choses qui rassurent ta crew. Faut vraiment faire
t'aident-toi parce qu'ils sont là pour t'aider toi. Puis je savais que verbaliser tout ça m'aiderait pas parce que ça me ferait juste comme... Il y a des moments où ça m'a aidé, comme après que j'ai été malade, je l'ai verbalisé tout de suite. Puis ça m'a fait du bien au moins de leur laisser savoir. Mais je le gardais pour moi. Puis en fait, ce que j'ai trouvé vraiment bon, c'est qu'à chaque fois que j'arrivais à ma crew, eux, au lieu de s'attarder sur le fait que j'allais pas bien, ils me disaient que des informations positives. Okay. Ils me disaient, tu sais, pendant longtemps, on était sur le record de Courtney, puis à chaque fois que j'arrivais au ravito, j'étais surprise. Mais en même temps, la chose que j'ai dit aussi sur Distance Plus, c'est que la fois que Courtney a battu le record, il y avait beaucoup de neige en première partie de parcours, donc c'est sûr que c'était plus lent. Mais n'empêche qu'à chaque fois que j'arrivais au ravitaillement, et puis, en fait, il me rassurait sur le fait que j'avançais bien, j'étais pas trop, tu sais, j'étais quand même, j'ai toujours été, je pense, autour de à part la première montée, qui est toujours un peu mon némésis, j'ai toujours été autour de la 5e place, donc j'ai jamais trop bougé de cette, et puis il faisait juste me rassurer à chaque fois que j'arrivais au ravitaillement. En fait, j'en suis ressortie, comme une nouvelle personne, là. Puis c'est ça qui est cool, c'est que, pour moi, la course, ça a été une série de petites courses. Genre, fallait juste que je me rende au ravitaillement puis je me rends au prochain. Ce qui peut être une bonne façon d'approcher ces efforts-là, des fois, d'essayer de voir la montagne. Surtout quand il y a une blessure. Tu sais, je pense que t'es quelqu'un qui aime cette distance-là. Ça fait plusieurs fois que t'as fait. Puis, je pense que, je suppose que quand on le fait souvent, on a plus peur de la distance, de dire, hey, il me reste 140 km, faut pas que j'y pense. Ben là, on le fait puis ça va être le fun pendant 140. Mais là, quand ça se met à aller mal, ben, je pense que ça peut être bon de raccourcir puis de le voir comme la prochaine étape, c'est le prochain ravito, puis le reste, ça suivra. Est-ce que le fait que justement, côté chrono et côté position, tu dégringolais pas, ça jouait positivement aussi pour toi parce que tu devais te sentir comme de la merde tout le long, tu le racontais, mais tu te dis je me sens comme de la merde, mais j'arrive au ravito puis j'ai pas perdu de position, puis j'étais encore sur un pace qui est le fun, donc ça doit quand même encourager. Oui. En fait, ce qui est particulier, c'est que à chaque fois que j'arrivais au ravitaillement, j'avais comme une petite idée en tête de leur dire, écoutez, gars, je vais arrêter ça ici, là, aujourd'hui, sinon je vais me péter puis ça sert à rien. Mais à chaque fois que j'arrivais au ravitaillement, ils me bombardaient tellement d'informations positives que j'étais comme, en fait, j'ai pas vraiment de raison d'arrêter. Outre le fait que j'étais pas bien, je me disais, je vais continuer puis voir qu'est-ce qui se passe. Et puis, c'est ce qui a fait en sorte que j'ai continué d'avancer. Puis finalement, j'étais pas si mal jusqu'à temps que je prenne un coup de chaleur de l'espace. mais ouais, j'étais pas si mal. En fait, j'étais pas si loin des premières. J'étais pas non plus, tu sais, j'avançais bien. Je me disais, mais je vais continuer. J'ai eu un enfer, mais il y a vraiment aussi le fait que, ce qui est cool de la Western, c'est que t'as tellement une grande équipe, là, que t'as besoin d'une grande équipe. Puis, tu sais, moi, en fait, dans ma tête, je me voyais vraiment, vraiment pas abandonner pour mon équipe. Tu sais, j'avais Mathieu, j'avais Ali qui était venu me pacer. J'avais vraiment, puis évidemment tout ma crew, mais c'est vraiment un sentiment qui est vraiment venu me chercher. Là. Je me dis non, faut que je continue. Puis dans ma tête, je me disais, faut juste que je me rende à eux, puis ils vont m'amener à l'arrivée. C'est ça. C'est bon. Puis tu sais, je suppose que ça joue dans la tête aussi des fois de se dire, ils sont venus pour moi là-dedans, tu sais, puis ceux qui ont écouté l'épisode de mon Gaspésia, ça se compare pas du tout, mais à un moment donné, je suis en retard sur les paces parce que je me fie sur des mauvais kilométrages qui étaient sur le site, puis je vais manquer la course de mon gars, puis ça vient me chercher à un niveau, puis je pousse juste pour essayer de me rendre là. Puis la seule affaire que je me répétais, c'est il était là dans les ravitaux hier pour moi je vais manquer sa course, puis c'est con, c'était pas une bonne raison de se rendre au bout, puis c'est pas une bonne raison de le voir comme ça. Mon gars, ça serait pas rappelé plus tard de tout ça, mais des fois l'effet des autres sur toi, ou en tout cas l'impact positif que les autres ont eu pour toi, ça joue, puis faut pas dépasser, je pense, un point malsain où, à un moment donné, quand faut arrêter. Oui. Mais des fois, ça, comme tu dis, ça fait juste porter puis donner une motivation supplémentaire de dire, ils sont là pour moi, là, ils ont orienté leur vie pendant quelques jours pour cette course-là. Je peux pas arrêter juste, entre guillemets, parce que je fais le mal. Il faut avoir une bonne vraie raison. Puis c'est cool d'entendre que de les voir à chaque fois, t'as comme donné le boost de continuer. Est-ce qu'il y a eu un moment dans la course où c'était plus juste une pensée pré-ravito de dire, OK, je vais arrêter peut-être au prochain, puis que ça t'a vraiment considéré cette option-là? Oui, en fait, quand je suis arrivée à Dusty Corners, qui est vraiment le kilomètre 70, j'avais tellement mal à mon ischio que je me suis dit, en fait, puis du kilomètre 70, c'était vraiment une longue descente, peut-être à peu près 20 kilos de semi-plat descendant et une bonne descente dans le premier Canyons. Et quand je suis arrivée à Dusty Corners, je me suis dit, écoute, c'est potentiellement l'endroit où je vais arrêter, simplement par le fait que j'étais comme, je vais me déchirer l'ischio, j'avais vraiment mal. Mais comme je t'ai dit, je suis arrivée, puis dans le ravitaillement, il y avait Esther, qui était la 4e, et Victor, mon coup, il m'a répété,
me répéter, écoute, tu gères super bien ta course, t'es devant les temps de Courtney, les autres sont 10 minutes devant, les 3 sont là, tu gardes j'ai dit, bon, ben, je vais continuer puis je vais voir qu'est-ce qui se passe. Et puis, et aussi, mais je me suis dit, bon, je vais m'arrêter par contre avant que quelque chose de terrible arrive, parce que là, c'est pas la première fois que j'ai des problèmes comme ça, et je commence à comprendre les signaux que mon corps m'envoie quand il va y avoir une catastrophe. Ouais, c'est ça. Tu t'es pas rendu à ce point-là? Non. Et puis, en fait, ce qui m'a aidé, c'est que de Dusty Corners il y a vraiment un 10 kilos qui est faux plat descendant, mais beaucoup plus plat que les autres. Et ça m'a vraiment aidé. En fait, sur le plat, c'est là que j'avais le moins mal. Au niveau de ma hanche, et ça m'a comme relancé. Et donc, j'ai été capable de continuer. Mais c'est vraiment l'endroit où j'ai le plus pensé arrêter. Mais à la seconde où je suis arrivée dans le ravitaillement, c'est parti. Et puis après, en fait, le gros ravitaillement d'après, c'est Michigan Bluff, où en fait tout accro est là. Puis là c'était très, tu sais, Mathieu il dit, OK, je te vois au prochain, on embarque. Et à partir de Michigan Bluff, j'ai plus une seule fois eu la pensée d'arrêter, là. C'est vraiment. Puis en plus, par contre, j'ai vraiment vécu l'enfer avant Michigan. Ouais, c'est ça, dans le canyon. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Fait chaud un peu? Ouais, j'ai eu chaud, mais c'était vraiment bizarre. Ce qui est arrivé, c'est que je descendais vers, donc le premier canyon, tout s'est bien passé. Le deuxième, je descendais, c'est une longue descente roulante, et c'est vrai que moi, je pousse toujours le pace un peu, fait que ça se peut que j'ai accéléré plus que j'aurais dû, mais j'ai accéléré, puis tout d'un coup, subitement, j'ai eu besoin d'aller faire pipi. Donc, je me suis arrêtée, et quand je me suis relevée, c'est comme si la chaleur m'a frappé d'un coup. Ah ouais. Et vraiment, le fait de m'arrêter comme ça dans la descente où il faisait super chaud, puis j'y ai pas pensé, mais tu sais, l'envie de prendre, des fois, tu peux, en tout cas, moi, quand l'envie de me prendre je vais aller aux toilettes, c'est à la seconde près, donc je me suis arrêtée sans trop y penser, je me suis relevée, et quand j'ai recommencé à courir, là, je me sentais pas bien, et là, je me suis dit, oh mon Dieu, je suis vraiment en train de surchauffer, là. Puis là, tout d'un coup, ça m'a frappé, et plus j'avançais, en fait, plus il faisait chaud, et plus ma température montait. Et là, je me disais, mon Dieu, j'ai vraiment perdu le contrôle, là. Et donc, quand t'arrives au bas du canyon, t'as la possibilité d'aller dans la rivière. C'est un petit détour, mais c'est peut-être 1 minute. Et moi, tout ce que je pensais, c'était sauter dans la rivière. J'arrive en bas, je demande, est-ce que quelqu'un est allé dans la rivière? Il me répond non. J'ai dit, en fait, je vais être la première à y aller. Il y a pas de problème. Donc, je vais dans la rivière. J'en ressors. Ça m'a rafraîchi, mais à peu près 3 minutes après, en fait, j'ai perdu complètement le contrôle de mon système digestif. En vrai, les deux côtés, il y a plus rien qui... En fait, mon estomac était juste en mode SOS et il m'a complètement lâché. Et toute la montée qui en est suivie, j'étais en mode... j'étais en mode survie. Il fallait que je m'arrête à chaque 3 minutes. Fallait que... j'allais aux toilettes. Fallait que je vomisse. C'était vraiment terrible. Et quand je suis arrivée à Michigan Bluff, et je me sentais tellement pas bien, mais j'ai été accueillie par mon crew qui... Eux, ils s'en foutaient, là, que je venais de vivre l'enfer. Ils en avaient aucune idée. Je leur ai dit que j'ai vomi puis je suis allée aux toilettes, mais, tu sais, Olivier, il m'a juste dit, ben, t'as eu un coup de chaud, on va te refroidir, tu vas repartir. Et puis, moi, en fait, tu sais, j'ai pas besoin de plus que ça, mais c'est vrai qu'ils m'ont vraiment refroidi, je suis repartie. Et puis là, j'étais comme, OK, puis Mathieu, il m'a dit aussi, OK, je te prends au prochain ravito. Et là, ça m'a vraiment, en fait, remis dans la course. Et par contre, le seul problème que j'ai vécu après ça, c'est qu'aussitôt que mon corps montait en haut d'une certaine température, en fait, mon système me lâchait de nouveau. Et j'avais vraiment de la misère, ouais. Donc, c'était comme un point que tu sentais qu'il le dépasse. J'étais comme, oh mon Dieu, je suis en train. Puis c'est comme, en fait, c'était particulier parce que je frappais à un certain point, puis là, je me disais, bon, c'est soit je m'évanouis, c'est soit faut que j'aille aux toilettes, ou c'est soit je vomis. Puis en fait, je ressentais tout ça en même temps et je savais pas trop qu'est-ce qui allait partir. Puis c'est pour ça que c'est drôle qu'à Forest Hill, quand il me filme, en fait, j'ai senti mon corps faire wow, parce qu'on est reparti vite quand même de Forest Hill. Et là, j'ai dit, j'ai senti que mon corps allait vomir, puis là, j'ai dit, je vais vomir, puis là, sans jamais arrêter. Je pense que c'est ça qui a fasciné des gens qui vomissent en ultra. On en a vu beaucoup à travers les années, surtout à Forest Hill. Là. Il y a des images mythiques de Jim Wamsley 2017 et tout ça. Mais là, on ne savait pas la vitesse jusqu'à temps que Nico Dan, tu le connais, a toujours les bonnes infos. Puis je pense que c'est Mathieu Oli qui a confirmé, on était sub 4 du kilo. On courait vite, mais... Ouais, mais en fait, tu sais, c'est comme si, en fait, l'envie de vomir a saisi mon corps, je l'ai fait, puis après, je passe à autre chose. Mais c'est ce que j'ai dû faire depuis. C'est ça. En fait, des fois, c'est nécessaire, des fois, ça fait du bien. Oui. Mais ça fait du bien, mais en même temps, après, tu te sens, tu sais, là, j'ai tellement vomi que,
tu sais, après, j'avais la gorge sèche tout le temps. C'était vraiment pas plaisant, là. Puis côté nutrition, tu sais, ça reste que c'est un élément vraiment important. Ouais. Puis là, ben, nécessairement, quand on est malade des deux bords, on évacue la plupart des nutriments. Ça t'a joué dans la tête aussi de voir, à un moment donné, il y a un manque à gagner qui va se créer parce que c'est une spirale descendante, là. Si en plus d'être malade puis pas filer bien, tu évacues tous les nutriments que tu essaies de te rentrer dans le corps, hein. Oui, mais en même temps, tu sais, je veux dire, c'est en train de se passer puis tu peux rien faire. Non, c'est ça. Tu sais, puis je continuais d'avancer puis j'avais pas un manque d'énergie. Ouais. Et puis, il faut aussi, tu sais, je pense qu'il faut donner le temps de son corps. Tu sais, tu vomis, tu manges pas peut-être dans la seconde près, mais tu te donnes peut-être 20 minutes et tu recommences à manger, puis ça se peut que ça passe. Et pour le fait, moi, ça a passé. Okay. Comme j'ai pris, après, j'ai recommencé à boire j'ai commencé à boire du liquide. Et ça, habituellement, tu sais, le drink mix, j'ai pas de problème. J'ai commencé à le reboire. Et puis, j'ai commencé à prendre des gels. Et puis, au ravitaillement, j'étais capable de prendre des patates ou des... Okay. Donc, j'ai recommencé à manger, mais éventuellement, tu sais, comme je dis, c'est qu'il faut pas... En fait, moi, je pense que l'erreur qu'on fait, c'est quand on vomit ou qu'on a des troubles digestifs, on se met à paniquer parce qu'on suit pas le plan. Mais je veux dire, le plan est là pour te créer une base. Il va se passer des choses, il faut s'adapter. Exact. Et puis moi, je me suis dit, bon, ben, il faut continuer puis voir quand est-ce que je vais pouvoir en prendre. Puis tu le sens, tu sais, à un moment donné, tu te dis, bon, ok, mon corps, je pense que je suis capable de lui donner quelque chose. Et puis dans tous les cas, j'avais soif, là, j'avais incroyablement soif. Donc je buvais du drink mix, puis dans le pire des cas, je me suis dit, ben, je vais le revomir. Puis, mais j'ai pas revomi beaucoup. Okay. J'ai eu des évacuations, il a fallu que je m'arrête aux toilettes autrement, mais j'ai pas revomi beaucoup après ce moment-là, en fait. Aïe, aïe. Puis une fois que Mathieu est entré, tu dis qu'à Forest Hill, la motivation devenait aussi de voir Mathieu puis de se dire, prochaine fois que je les revois, il embarque puis on est parti. Oui. Il embarque à quel kilométrage exact, j'ai un blanc? C'est kilomètre 100. Kilomètre 100. Fait que pour le dernier 60, t'as des pacers. Ouais. Comment ça s'est passé une fois que Mathieu est embarqué? Ben, une fois que Mathieu est embarqué, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que moi, j'ai mis mon cerveau à off et j'ai juste suivi, en fait. J'ai pas repensé à rien. Puis je faisais confiance au fait qu'il me faisait avancer au bon pace. Mathieu, tu sais, il est super stratégique, il est super intelligent. Donc, en fait, je savais qu'il allait bien me pacer et prendre les bonnes décisions. Tu sais, quand on arrive au ravitaillement, on prend le temps de se refroidir. Puis en fait, c'est ce qu'on a réalisé très rapidement. Entre Forest Hill et la rivière, il y a 3 ravitaillements et il y a juste 25 km. Donc, c'est quand même très court, les points. Et en 2022, tu vois, j'avais pas eu à m'arrêter à chaque ravitaillement, je continuais. Mais là, j'avais pas le choix. En fait, dès que mon corps, comme je te dis, il se réchauffait, puis il faisait super chaud. Ben oui. Puis j'étais quand même sur des temps de passage plus rapides qu'en 2022, donc il faisait encore plus chaud. Et au premier ravitaillement, j'ai dit à Mathieu, mets-moi de la glace dans mon chapeau puis mes manchettes. Et on n'a pas rempli le bandana. Et après, il y a comme un 10 kilos ou 8 kilos peut-être entre chaque ravitaillement. Et puis j'ai manqué de glace avant le prochain, puis il a vraiment fallu qu'on ralentisse parce que j'étais en train de surchauffer puis je perdais le contrôle. Et donc là, le prochain ravito, j'ai dit à Matt, là on niaise pas, on remplit tout, bandana, glace. En fait, j'ai mis de la glace partout et j'ai fait ça à chaque ravitaillement. Et jusqu'à la fin, même une fois que Oli est embarqué, même quand il commençait à faire plus frais, j'ai mis de la glace partout parce que sinon... Ben, tu savais que tu avais comme un point où justement tu perdais le contrôle de ta température. Puis là, fait que Mathieu faisait une portion de combien de kilomètres? Il faisait environ 27 kilos. Après ça, Oli embarquait. Il embarquait, il faisait 25. Avec Mathieu? Ouais, j'ai refinissé avec Mathieu, OK. Comment ça s'est passé avec Oli? Ben, super bien. En fait, C'était-tu la même portion qu'il avait faite il y a 3 ans? Non. Fait que lui, il découvrait une nouvelle portion. Ouais, Oli avait fait la première portion, fait que je trouvais ça cool qu'il envoie une autre. Oui. Et donc là, il va falloir qu'il revienne l'année prochaine pour faire la dernière section. Oli, t'as un mandat. Mais c'est drôle parce que il s'est pas passé. Avec Oli, en fait, il a commencé à courir, puis je lui ai dit tout de suite, j'ai dit, écoute, Oli, je suis désolée, mais je peux pas te parler, là. Puis tu sais, Oli, il était comme, on n'est pas là pour jaser nécessairement, c'est pas grave. Mais c'était juste drôle parce que j'ai dit, je peux pas te parler, là. Tu sais, j'ai vraiment dit, j'ai pas l'énergie à donner. Et puis, il m'a fait avancer. Puis, tu sais, Oli était très au courant aussi que lui avait un mandat parce que quand je suis rentrée, j'étais 9 minutes derrière Ida. Et puis, le message de la crew était vraiment, tu sais, on va chercher Ida, tu sais. À ce moment-là, t'étais 4 et Ida était 3? Ouais. OK, c'est ça. Et donc, Oli est rentré avec le mandat quand même très spécifique d'aller chercher Ida. Puis, tu sais, je me suis dit, bon, je vais le suivre, puis pas de problème. Mais j'avais vraiment de la misère à courir en montée. Et j'avais de la misère dans la section un peu plus technique. Mais dès que c'est roulant et que ça descend, en fait, je peux continuer un bon pace. Et donc, oui, c'est ça. C'est drôle que quand je commence à embarquer avec Oli, c'est ça, je lui dis, là, je peux pas te parler, là. Puis, en fait, quand la température s'est mise à descendre, plus on était proche de la soirée, plus là, tu sais, ça fait 15 heures que je cours, là, puis
j'ai pas parlé beaucoup. Et donc là, tout d'un coup, je commençais à me sentir mieux. Et là, j'avais le goût de jaser, tu sais. Fin de course, c'est là qu'on a la discussion. Bon, comment va la vie? Non, mais tu sais, je disais des niaiseries. On a commencé à s'échanger des jokes un peu plus. Puis là, j'ai dit, tu sais, on est en train de monter, puis Ida est pas loin, là, puis Oli, il sait, puis Oli est encore en mode racing, Ah oui. mais moi, je commence à être un peu en mode, en fait, puis là, j'ai dit, on fait qu'on revient l'année prochaine. J'ai dit ça. Puis là, Oli, il dit, OK, mais, il dit, oui, on revient, mais là, on est encore dans le course. Oui, c'est ça. Puis, à un moment donné, il m'a fait rire parce que, on montait une montée, c'était pas énorme, mais j'avais de la misère à aller courir, puis je courais. Et donc là, il me dit, la rumeur dit que Ida a marché ici. Ah, bon, voilà. Et puis j'ai répondu, j'ai dit, ouais, mais moi aussi, je veux marcher. Mais si on veut la chercher, faut aller... Ouais. À quel moment ça s'est passé exactement, ce dépassement-là? C'était vraiment à toute fin du pacing, je pense, dans le dernier kilo. On arrive, en fait, tu traverses la route. Ouais. Et on savait en fait, Oli, il gardait toujours un œil devant. Puis là, ça faisait plusieurs hommes qu'on dépassait, là. On a dépassé, c'est drôle parce qu'à la fin, on a dépassé beaucoup de pros, là. On a dépassé Joe McConaughey, on a passé Rod Farvard, on a passé, tu sais, on commençait à dépasser plein de gens. Et puis là, il dit, il y a quelqu'un devant. Et puis Oli, je sais pas comment j'ai senti tout de suite qu'il sentait que c'était Ida, tu sais. Ouais, c'est ça. Et c'était particulier parce que le dernier ravitaillement, j'avais encore 6 minutes derrière elle, mais il y avait eu quand même des bonnes montées, puis je les avais courues pour le coup, puis parce qu'il a commencé à faire plus. Puis la rumeur disait que Ida les avait marchés, fait que là, mentalement, tu sais que tu vas aller la chercher, là. Fait que j'arrivais, puis là, Ali était comme, je pense c'est Ida, puis là, on a été chercher des infos, puis on pensait que c'était soit Annès ou Ida. Okay. Et quand on est arrivé à la route, on a croisé des officiels qui nous faisaient traverser, et Ali tout de suite, il a demandé au gars, c'est qui y a devant, puis il a dit, ben c'est Ida, puis elle est juste là. Et quand on a tourné le coin, on l'a vu, puis tu voyais qu'Ida était était comme moi à l'UTMB quand Ruth m'a dépassé là. Elle était vraiment en mode survie. C'est plate, on n'a pas de visuel de ce dépassement-là parce qu'on se rappelle que les genoux dans le gif, c'est beaucoup amusé avec le dépassement de route. Là, ça aurait pu faire le retour du balancier. Drôle, ouais. Voici. Mais c'est super drôle parce que là, fait que finalement, on arrive, puis là, Lee, il nous dit, OK, mais quand on la dépasse, on met une bine. Là, j'ai dit, oui, mais donne-moi la chance de récupérer ma bine, tu sais, avant parce que là, on la rattrapait, tu sais, on avait accéléré un peu. Et donc là, on arrive, puis effectivement, on met une mini-bine, là, on s'entend qu'on est à la fin d'un 100 miles. Et puis, j'ai vraiment ressenti, là, j'ai ressenti ma propre émotion que j'ai eue à l'UTMB, tu sais, j'ai dit, puis tu sais, je l'ai vraiment encouragée, Ida, mais elle était pas du tout en mesure de me répondre. Et puis, tu sais, mais ça m'a quand même crevé le cœur, en fait. Ouais. Tu connaissais dans quelle position elle était, là. Puis c'est encore pire parce que moi, Ruth, elle m'a passé de 2e à 3e. Ouais. Mais je pense qu'il y a vraiment une différence entre une 3e et une 4e place. Ouais. Mais il y avait rien à faire, tu sais. Évidemment, c'est la course. Puis c'est la compétition. Mais... Puis Ida fait ça depuis assez longtemps pour savoir que c'est pas personnel, mais que c'est la vie, tu sais. Oui. Mais après, c'était super cool parce que j'ai trouvé ça vraiment le fun qu'on a pu, en fait, passer de la 4e en 3e avec Oli. Ouais. Tu sais, lui, il a vraiment son mandat, il a fait son mandat, il est arrivé, puis tu sais, tu voyais quand je suis arrivée, là, l'équipe était vraiment en mode, OK, en fait, là, c'est la course, là. Ouais, c'est ça. Et on a vraiment fait un ravitaillement express. Je suis repartie avec Mathieu. Puis là, ce qui est cool avec Matt, c'est qu'il m'a fait pousser, en fait, il m'a dit, on donne tout, on a 0 regret. Et puis, on a vraiment tout donné jusqu'à ce qu'on arrive comme, tout près de Roby Point. Là, on avait les infos que Abby était passée, Fougère était passé. Puis là, j'étais 3 minutes derrière. Et puis là, c'était clair que, en fait, dans les kilométrages qui restaient, j'allais pas la rattraper. Et puis là, et puis là, ça a comme été un moment un peu de célébration avec ma crew. Puis là, j'ai commencé à leur parler. Tu sais, on marchait dans la route. Et c'est drôle parce qu'ils m'ont encore dit, OK, là, on peut parler à l'arrivée, tu sais. Mais j'étais émotionnelle du fait que on s'était rendu où est-ce qu'on s'était rendu. Puis j'étais vraiment, j'ai vraiment, pour le coup, là, je pense que c'est la première fois que j'ai traversé la ligne d'arrivée avec un sentiment de, vraiment, j'ai tout donné, tu sais. J'ai vraiment, j'ai été impressionnée du fait que je me suis rendue à la ligne. Ouais, c'était un long chemin de croix qu'on comprend. Puis le crew aussi a eu un impact immense. Tu m'as beaucoup parlé après. Puis à quel point ils ont eu un impact dans ça. Puis je pense que c'est toujours le cas dans ce sport-là. Mais là, plus que jamais, c'est eux qui t'ont porté, là. Tu l'expliques bien. Tu sais, quand on arrive dans la section d'asphalte, moi, je me rappelle des images de 2022, tu crois avec ton frère, ta crew, puis c'était un premier 100 000. C'était un premier podium international. En tout cas, sur une course de cette envergure-là, il y avait un côté très célébratif. Ça existe, on sait pas. Mais là, dans ce cas-ci, c'était quoi l'émotion quand on rentre sur l'asphalte, puis t'as un sentiment de déjà vu, tu le connais ce coin-là, mais dans 3 ans plus tard, un contexte complètement différent. Là. Ouais, mais en fait, j'ai ressenti vraiment du bonheur. Puis en fait, ça, j'en suis vraiment
j'en suis vraiment ravie parce que je trouve ça vraiment désolant qu'on fasse ce qu'on fait puis qu'on traverse la ligne, on est déçus. Ouais. Et puis là, pour le coup, tu vois, vraiment dans le dernier kilomètre, j'étais juste tellement contente puis j'ai vraiment pris le moment de célébrer avec ma crew, comme tu dis, ma crew ont tout fait pour moi. Il y a aucune chance que je me rendais à la ligne. C'est sûr que j'aurais abandonné avant. Et puis, pour moi, c'était vraiment un travail d'équipe. Et puis, j'ai ressenti un bonheur immense de me dire, bon, tu sais, encore une fois, je me suis battue, puis en fait, la 3e place, elle m'a pas été donnée, je suis allée la chercher, puis je suis allée la chercher avec l'équipe, puis c'était vraiment cool, puis en fait, les moments que j'ai finis, c'était vraiment super. Quand j'ai traversé la ligne d'arrivée, c'était cool, là, tu sais. Puis là, j'ai insisté, en 2022, ma crew ont couru à l'intérieur de la track. Puis là, j'ai dit non, je veux vous avec moi. Je veux pas, tu sais, la ligne d'arrivée, je l'aurais pas eu toute seule. Et puis, je vous veux avec moi. Et j'ai trouvé ça vraiment cool qu'ils étaient là. Puis, tu sais, j'adore voir les vidéos des gars qui ont l'air super contents. Puis moi, c'est ce qui m'anime dans la Western. Je pense, c'est que c'est sur un travail d'équipe. Puis, je pense que c'est clair pour moi que ça amène beaucoup, puis ça amène beaucoup de motivation. Donc, tu sais, quand on parlait de notre why tout à l'heure, peu importe qu'est-ce qui te motive ou qu'est-ce qui te fait avancer, c'est différent pour tout le monde, mais c'est sûr que moi, les gens qui m'entourent, c'est une grande partie de ça. Ouais. Et puis, peu importe si c'est quote-unquote sain de faire ça pour d'autres gens ou que l'énergie des autres t'amène, moi, ça me fait vibrer, puis c'est ce que j'aime. Donc, ouais, ça a été vraiment bien. Et puis toute la soirée, j'étais bien. Et puis c'est par après, en fait, c'est comme là, j'ai passé les 2 prochains jours avec ma crew encore. Puis une fois que ma crew m'a déposé, j'ai passé 2-3 heures toute seule. Puis là, c'est là que je me suis dit, en fait, c'est là que j'ai commencé à ressentir une petite pointe de déception. Ah ouais, ok. Ouais. Par rapport au fait que ça m'a frustrée. En fait, ça m'a frustrée d'avoir mal géré. Tu sais, je me dis merde, pourquoi je suis arrêtée aux toilettes à ce moment-là. Tu sais, j'aurais le coup de chaleur. Et puis après, je me suis dit merde. En fait, ma sciatique, c'est sûr que, en fait, là, je suis juste en mode, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, et je veux m'assurer que ça se reproduise pas l'année prochaine. Et je me dis, tu sais. En fait, d'une certaine part, je suis contente d'avoir pu aller me chercher un podium avec le type de journée que j'ai eu. Ouais. Mais je pense qu'à un certain moment donné, j'ai toujours des journées difficiles. Donc, il faut que je trouve une façon de ne pas avoir une journée difficile. Mm-hmm. Et c'est ce qui manque à tous mes ultras. C'est comme tous mes 100 miles, j'ai eu des bons résultats. Mais je trouve que j'ai jamais eu une bonne journée. Ouais. Et je pense que ça vaut pour beaucoup, cette analyse-là, parce que en fait, la journée parfaite, faut qu'on la crée, tu sais, elle fait pas juste tomber du ciel. Non, c'est ça. Et je veux essayer de me créer une meilleure journée. Ouais. Et c'est sûr que là, tu vois, au départ de la Western, j'étais pas non plus alignée sur la meilleure journée possible. Ouais. Les dernières 2 semaines a été vraiment compliqué. Ma sciatique me faisait mal. Et oui, je pense que aussi le fait que j'ai pas pu m'entraîner autant les 2 dernières semaines, ben j'ai perdu un peu de mon adaptation à la chaleur, ce qui a fait probablement en sorte que j'ai continué de faire du sauna par exemple, mais c'est pas la même chose que s'entraîner d'aller courir dans le canyon. Ouais. Puis, donc c'est tout des pensées, mais ce que je suis contente au moins, c'est que ces pensées-là me sont arrivées plus tard. Tu sais, cette année à l'UTMB, on en avait parlé, ça m'avait déçu que à la ligne d'arrivée, j'avais eu une pointe, en fait, j'avais une tristesse. Au moins là, je l'ai pas eu dans le moment. Et je trouve ça bien aussi qu'on ait tu sais, qu'il y a quelque chose en moi qui veut être toujours mieux. Mm-hmm. Mais je suis ravie que là, j'ai vécu de très belles émotions là à la ligne. Je me rappelle avoir été très très contente. Et de ne pas avoir été déçue sur le champ. C'est pas de bémol sur le champ, peut-être après, mais je pense que c'est normal aussi d'essayer d'analyser là où, tu sais, ça avait pas été mal sur la nutrition, pas la nutrition, mais la digestion, ça aurait été autre chose que tu t'en as trop perdu de temps à tel ravito. Je pense que c'est le côté compétitrice aussi qui doit ressortir. Mais j'avoue que, tu sais, quand on a une journée parfaite, puis que tu te dis, je finis 3e à la Western, puis c'était une journée parfaite, tu te dis, qu'est-ce que je peux améliorer pour aller plus loin? Je sais pas. Là, dans ce cas-ci, tu les connais, ces choses-là. Ça doit être à la fois encourageant et frustrant, décevant de se dire la journée parfaite, qu'est-ce que ça vaut? Je me rappelle, on s'est écrit ça après, je t'ai dit 75 minutes de moins que 2022 dans une journée horrible. Puis c'est drôle, j'ai repris exactement, j'aurais pu faire copier-coller, mais je parlais avec Anne Champagne qui a terminé 4e à Val d'Aran, puis elle a eu une journée chemin de croix, là, journée super difficile, puis je disais, tu sais, imagine
le jour que ça va cliquer, parce que ça va arriver. À un moment donné, vous êtes des compétitrices, puis tu sais quoi faire, puis pour te mettre dans cette posture-là. Après ça, on contrôle ce qu'on peut. Ouais. Mais c'est quasiment épeurant de voir jusqu'où ça peut aller quand une mauvaise journée te donne ça. Tu sais. Oui. C'est un des meilleurs chronos de l'histoire. C'est une performance où t'as fini forte. Tu sais. Des fois, tu te dis, si j'avais pas eu de la difficulté au début, est-ce que j'aurais fini aussi fort? Parce que y a une économie d'énergie quelque part. Ouais, mais c'est pour ça aussi que, en fait, je veux arrêter de dire, tu sais, je veux arrêter, je veux pas chercher d'excuses, mais je veux comprendre. Ouais. Donc, c'est plus ça ma dynamique, c'est que, à un moment donné, tu sais, c'est à la blague, tu sais, on dit, en fait, j'ai toujours des journées compliquées, mais on a tous des journées compliquées en ultra, donc potentiellement que c'est, en fait, la journée parfaite n'existe potentiellement pas. J'ai déjà eu des courses où, en fait, j'ai récité, puis tu vois, la Bandera 100 kilos, pour moi, c'était une course parfaite. J'ai eu zéro problème, zéro pépin. Mais sur un 100 000, est-ce que ça se peut? Et c'est ça. T'as déjà parlé à quelqu'un qu'un 100 000 a été parfait de A à Z? Je pense qu'il y a toujours un creux quelque part. Jusque là, c'est pas juste un creux, dans le sens que ça a été il y a définitivement moyen de faire mieux, là. T'sais, en fait, ce qui est drôle par après, c'est que Mathieu, on a niaisé les journées après parce qu'il m'a filmé dans la première montée, puis j'étais essoufflée comme si, puis j'étais pas bien. La première montée, j'étais pas bien du tout. Kilomètre 2, 3. Oui, j'étais essoufflée, j'avais de la misère à lui parler, puis le commentaire de Thibaut, c'est intéressant, il me dit oui, j'ai vu la vidéo, il dit j'ai compris tout de suite que ça allait être une journée compliquée, puis c'est vrai que moi aussi j'étais pas bien. Et donc je pense que oui, les journées, en fait, il va toujours se passer quelque chose, mais il y a moyen d'améliorer la journée. Et puis c'est ça qui est frustrant un peu, c'est que j'avais l'impression que je faisais tout pour arriver à la ligne de départ avec une bonne préparation puis un bon corps, mais ça m'a lâché à la fin, puis c'est d'essayer de comprendre pourquoi ça m'a lâché, puis l'asiatique, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'elle me dérange autant. Et la seule autre fois que j'ai eu mal à ma sciatique, c'était avant l'UTMB 2022. Donc j'ai vraiment, c'est comme à ce point-là irrité, donc c'est peut-être essayer de comprendre aussi pourquoi peut-être que le type de parcours, le type d'entraînement, plus descente, je le sais pas, mais l'idée c'est pas juste de dire bon ben sur une mauvaise journée je fais ça, qu'est-ce qu'une bonne journée peut faire, ben c'est d'essayer de bâtir la bonne journée, tu sais. Ouais, c'est ça. Parce que je pense qu'on est quand même responsable de ça dans un certain sens. Là, je peux pas juste toujours dire il m'arrive toujours des bad luck, parce que en fait en quelque sorte je réalise aussi que c'est moi qui crée mes bad luck. Oui, il y en a qui sont des bad luck, mais il y en a aussi que c'est moi qui se crée. C'est un sport, je pense, qui attire les bad luck. Tu sais, je veux dire, c'est éreintant pour le corps, ce qu'on leur fait subir à l'entraînement, plus le jour J de la course. Tu sais, je pense pas qu'on est mieux que les autres dans notre sport, ou pire, mais c'est extrêmement difficile ce qu'on met comme volume, même quand on ajuste, même tu sais, il y a toujours du peaufinage qui se fait, puis tu le racontais avec ton nouveau coach Simon Gosselin et tout. Mais après ça reste que c'est intense qu'on fait subir au corps, puis c'est dur de se dire je vais arriver complètement fresh à une course. Mais pour arriver complètement fresh, puis dans un état d'esprit, puis tu te dis j'ai tout fait ce que fallait que je fasse, ben ça implique du gros entraînement qui fait qu'on n'arrive pas frais. Fait que c'est de trouver le juste milieu, je suppose, qui est tough, là. Là, tu le disais, t'étais déjà qualifié pour l'UTMB 2025. T'en avais déjà parlé que ça se pouvait que ça soit l'objectif suivant. En ce moment, bon, je comprends qu'avec le sciatique, ça doit jouer. Est-ce que t'as encore cet espoir-là? Est-ce que, tu sais, qu'est-ce que, en fait, en date d'aujourd'hui, ton état d'esprit est à quel endroit par rapport à la suite des prochains mois? UTMB ou pas, là, juste comment tu te sens? Ben, je pense en fait, là, il faut faire des analyses plus poussées, là, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. On est d'un temps. Parce que, j'ai mal à ma sciatique à un point tel que, mettons, quand je monte les marches, je la sens. Je peux être couchée. Avant ça, on aurait fait l'entrevue en bas, et j'ai toujours dit que je ferais l'UTMB si j'étais en santé, puis si j'avais pas de problème. Là, concrètement, j'ai un problème, là, je pense que c'est clair. Et j'ai pas recouru. En fait, je suis allée faire une rando avec mon ami quelques jours, et j'ai essayé de courir les premiers mètres, et clairement, je pouvais pas courir. Donc, c'est sûr qu'à l'heure actuelle, l'UTMB, ça me semble compliqué. Par contre, je sais pas si peut-être que c'est rien, peut-être que la sciatique va se replacer. Ça fait quand même, là, on arrive sur bientôt 2 semaines. Ouais, c'est ça, c'est quand même court encore. On est encore dans la fenêtre de récupération où faut prendre ça relax. Et puis plus que ça aussi, j'ai été particulièrement fatiguée après cette course-ci. J'ai été vraiment, puis je pense que c'est la déshydratation aussi qui a fait ça. Mais j'ai eu beaucoup de misère aussi à dormir. J'ai été déshydratée, puis les 2-3 jours qui ont suivi la course, en fait, j'ai eu de la misère à dormir. Donc tu vois, ça fait 2 semaines que je dois prendre des siestes, je dois me coucher tôt, je dois faire les choses pour bien récupérer. Donc je sais
sais pas ce que ça va donner pour la suite, mais je veux faire les choses bien. Je fais une IRM pour voir vraiment s'il y a autre chose qui se passe dans ma hanche, parce que c'est possible aussi que ce soit quelque chose qui est défectueux. Et donc, on va regarder ça, puis après, je vais prendre une décision, mais tu sais, le doublé, pour moi, il est intéressant si c'est dans le domaine du possible. Puis pour moi, dans le domaine du possible, en ce moment, c'est être en santé. Je peux juste le faire si je suis en santé, parce que si je m'aligne sur la ligne de départ avec un pépin, c'est sûr que c'est une grosse blessure pour moi à l'arrivée. Donc, non, c'est ça. Je suis pas à un UTMB près là de ça. Puis le turnover est rapide quand même. Le turnover est rapide, c'est 7 semaines, 8 semaines. C'est 8 semaines, 8 semaines, c'est réalisable quand tout va bien, mais même quand tout va bien, c'est quand même quelque chose que peu de gens ont réussi, ce doublé-là. C'est pas quelque chose qui est commun de dire fais un puis c'est un done deal pour le deuxième. C'est au contraire. Là. Fait que à chaque année, on voit des gens sur le TMB qui avaient fait la Western puis que ça va pas extrêmement bien. Ça s'est bien passé pour toi en 2022, mais à la sortie de la Western, je pense que ça allait pas si mal. Non, j'avais pas, tu vois, on a regardé, moi je le savais, à la Western, la dernière fois, j'ai couru, la course terminée samedi, j'ai couru le dimanche. Ah ouais? Ouais. Le dimanche suivant, par contre, donc une semaine. Mais là, tu vois, comme je sais pas quand est-ce que je suis allée. J'ai essayé de courir, mais j'étais pas du tout en mesure de courir. Ça me fait mal, donc. Ouais. Hey Marianne, on va se prendre une pause pour un message d'un partenaire, puis on continue ça de l'autre côté. L'Ultra Trail Gaspésia offre une expérience complètement unique aux trailers et aux trailers depuis plus d'une décennie, mais connais-tu son petit frère, l'Ultra Trail Forillon? Ça se passe du 19 au 21 septembre prochain, puis c'est organisé par la même équipe de passionnés dans un décor unique au monde, le Parc national Forillon et son célèbre bout du monde. Événement Gaspésia est reconnu pour faire vivre des expériences gaspésiennes et l'Ultra Trail Forillon répond aux attentes. L'organisateur Jean-François Table vous invite à venir vivre un véritable safari trail. À Forillon, tu vis une immersion complète dans l'habitat des orignaux puis des ours en ayant toujours un œil sur le large où tu pourras assurément voir des baleines et des phoques. Mais attention, garde pas les yeux juste sur la mer parce qu'il y a de la racine pis tu veux pas faire un vol plané. L'Ultra Trail Forillon a des distances de 1 à 160 km incluant 4 courses par étape de 25, 50, 75 et 100 km. C'est du 19 au 21 septembre et tu peux trouver toutes les infos au gaspésia.org. Avec le plan de match de voyage, de vie nomade. En fait, c'est même plutôt un voyage que c'est un grand voyage, mais est-ce que c'est quand même de te rendre à Chamonix cet été? Oui, j'y vais. Je vais aller, je travaille avec mon équipe justement de Salomon qui va m'aider à déterminer un peu qu'est-ce qui se passe avec mon corps. Et donc, j'y retourne en fin de semaine. Puis l'idée, c'était d'y retourner pour l'UTMB. Puis Salomon a un camp d'entraînement pour l'UTMB début août. Okay. Donc, peu importe, je vais y aller. Puis si je peux pas courir, je ferai du vélo ou on verra. Et puis après, on verra la suite, la suite des choses. Ça va être potentiellement de la réadaptation. Oui, c'est ça. On s'adapte en fait. Selon l'État. Fait qu'en ce moment, tu profites de Québec, de Montréal, de la famille, une petite saucette en famille avant de repartir. Oui, mon frère, je pense que je l'ai dit la dernière fois, mais François et Marie-Pierre ont eu un deuxième enfant, puis le premier est grandi aussi, puis en fait, les appels FaceTime, ça fait plaisir, mais... Ça a ses limites. Ça a ses limites. Donc, j'ai décidé de venir passer, en fait, puis c'est aussi sur la route, là, en quelque sorte, quand tu prends l'avion de la Californie pour aller en Europe, tu repasses par le coin. Donc, je voulais 10 jours vraiment pour faire le plein. Puis, finalement, je pense que j'ai encore un peu de vide, donc il faut que je fasse le plein un peu plus longtemps. Puis, je verrai. Je suis pas plus stressée qu'il faut. Je veux dire, si je peux pas faire cette course-ci, ce sera la prochaine. Ça fait quand même 400 000 en 4 que tu fais un podium. Tu l'avais énoncé à ton dernier passage au podcast de dire l'objectif, c'est quand même de poursuivre cette série-là. Réalises-tu à quel point ça n'a aucun sens? Positivement, dans le sens que je sais que c'est des courses difficiles, on parle beaucoup du côté que c'était pas les journées parfaites, mais c'est quoi que peu de monde ont fait dans ce sport-là. Est-ce que c'est quoi que tu réalises? Y a-t-il une fierté qui vient avec ça? Oui, une fierté, mais puis j'essaie de m'attacher à la fierté parce que je trouve ça décevant que j'en sois déçue, tu sais. En fait, à chaque fois, je me dis, j'aurais pu faire mieux. Et puis, à un moment donné, je pense qu'il faut réaliser aussi que, tu
on se rappelle que quand j'ai réintégré le Québec en faisant du trail, j'étais blessée, puis j'étais très loin de faire un podium sur un 100 miles dans les courses les plus grandes au monde. Donc, je pense que j'essaie toujours de retourner à cette personne-là puis de me dire que, tu sais, en 2017, 2018, quand je me suis cassé la jambe, je pense que j'aurais été extrêmement fière de faire ces 4 podiums-là, puis j'essaie de me rattacher à ce sentiment-là. Mais ouais, il y a toujours quand même une petite pointe, je me dis, en fait, on peut faire mieux, on peut faire plus. Ouais. Mais je suis ravie que quand j'ai ce sentiment-là, j'ai des gens autour de moi avec qui je peux en discuter, puis en fait, ils me ramènent un peu à l'ordre, en voulant dire t'en aurais été fier et puis faut en profiter. Puis je suis aussi dans l'optique que tu sais, quand tu y penses, il y a qu'un seul gagnant, là, et puis si on peut pas tous être le ou la gagnante. Et puis moi, je suis plus dans l'optique que j'essaie de vivre une vie qui me rend heureuse et je veux garder cette partie-là de la course. Puis moi, ça me rend heureuse. Ça me rend heureuse juste le fait de courir. Et c'est sûr que ça me rend heureuse quand j'ai des bonnes performances, mais je veux pas que ça me rende malheureuse le fait que j'arrive 3e. Puis en fait, je travaille là-dessus et j'en suis consciente que c'est du travail en fait, c'est toujours de se dire non, mais c'est des bonnes nouvelles, ça va bien, mais c'est sûr que, en fait, je pense que c'est peut-être quelque chose qu'on parle pas assez souvent, la déception des sportifs ou des athlètes. Je pense que beaucoup de gens disent, c'est fou ce que t'as fait, tandis que toi, t'en es un peu déçu. Et c'est ce que j'essaie de contrer, mais ce qui est pas toujours 100% évident, mais j'y travaille. C'est une longue réponse, là. Non, mais c'est super clair. En fait, je pense que c'est logique aussi. Je pense que les sportifs de haut niveau, pour se rendre au niveau où vous êtes, faut avoir cette espèce de côté-là de 98% va bien. C'est quoi le 2% que je peux améliorer? Alors que je pense que le commun des mortels, tu sais, mettons, moi, j'ai une course plus difficile, mais qui a bien été en majorité. Je me poserai pas la question qu'est-ce que je peux optimiser parce que j'ai pas ce côté-là compétitif, tu sais. Puis je pense que c'est ce qui est intéressant dans cette série-là, ou quand je parle justement avec des athlètes de haut niveau, c'est de comprendre le psyché, ou en tout cas comment vous êtes construit. Puis il y a ça là-dedans qui est un très commun, je pense, de vouloir optimiser chaque affaire. Mathieu, je me rappelle avoir entendu dans une entrevue un podcast, puis il parlait justement de l'optimisation du temps dans les ravitaux. Puis il avait terminé, je pense, est-ce que c'est l'UTMB qui était proche de Kilian ou celui précédent qui avait aussi terminé sur le podium? Puis je me rappelle qu'il avait dit, j'ai juste regardé les durées de mes ravitaux, puis j'ai vu toutes les minutes que je laissais là. C'est fou, il vient de faire un podium derrière François Den et Aurélien Duna-Palace, puis il se dit, non, comment je peux optimiser ces minutes-là? Mais puis l'améliorer l'année d'après. Puis clairement, je pense que c'est pas juste une question de ravito, mais ça a contribué, tu sais. Mais c'est beau de voir ça, c'est toujours poussé pour aller plus loin, mais peut-être que en passant sur mon podcast, je peux toujours te rappeler à quel point ce que tu fais est exceptionnel. Ben moi, ce que je veux essayer d'éviter, c'est d'en arriver au bout de ma vie puis de me dire en fait, c'est de réaliser que j'ai gâché les moments où j'aurais dû célébrer. Et je pense que c'est ce que j'essaie de travailler le plus assidûment après chaque course, parce que je me dis, je veux pas en arriver dans 10 ans puis me dire pourquoi j'étais déçue, tu sais, c'était les belles années de ma vie. Et fait que j'essaie en fait, tu sais, un peu le saying que tu veux pas réaliser que c'était les belles années une fois que les belles années sont passées, ben j'essaie de les savourer pendant que je suis là, puis je travaille fort pour faire ça, et je veux continuer d'être l'athlète qui est contente d'être là, puis qui est pas stressée, qui fait ça pour les bonnes raisons, puis mais c'est de se le rappeler au quotidien. Donc c'est pour pas que dans 20 ans je me dise ben j'ai gâché un peu ma carrière à être stressée, et chose que je pense que je fais quand même une bonne job là. Je suis pas trop stressée, honnêtement. T'as pas l'air, en tout cas. Non, je suis pas trop. En fait, ce que j'aime, c'est justement ça, c'est que je pense que c'est ce qui me permet de pas être stressée en amont, parce que je me dis ben peu importe, moi je fais ça pour le plaisir, puis si ça marche, ça marche, si ça marche pas, ça marche pas. Ouais, puis tu disais de revenir dans le passé, de ces années-là qui ont été plus difficiles. Tu sais, je me rappelle la première fois que t'es venu au podcast, la communauté trail québécoise qui suivait pas, mettons, 2016, 17, 18, tes premières années aux États-Unis, t'étais la coureuse, tu sais, qui avait du plaisir, qui aidait Mathieu sur son crew, sur tel projet, tu sais, puis on t'avait découvert pour bien des gens dans le documentaire de Mathieu du SIA. Fait que, tu sais, de cette Marianne-là qu'on avait découvert, mettons, quand t'es venu au podcast, on parlait de ces premières années-là à Boulder et tout.
Puis on avait parlé aussi, je me rappelle, de ta mascareigne où tu avais terminé 3 centièmes, tu avais essayé de le faire à la marche. C'était un retour tranquillement, puis t'espérais réussir à ne serait-ce que compléter un ultra, alors que là, on parle avec 4 podiums, puis on aurait pu faire une 2e place au lieu d'une 3. Tu sais, je veux pas diminuer ça, c'est tout à fait normal de penser à optimiser, mais comme tu dis, quand tu prends le pas de recul, puis tu vois le chemin de... Il y en a eu des affaires, là. Il y a eu cette mascareigne-là en plein d'heures que t'aurais pas fait normalement à la vitesse où tu vas en ce moment, mais ça faisait partie du processus, puis on aurait dit à cette manière, à la ligne d'arrivée, bravo, t'as fini la mascareigne, by the way, dans 2 ans, tu fais un podium à l'UTMB. OK, comment? Peut-être, je sais pas. Il y a beaucoup de choses qui sont passées. Ouais, c'est clair. Fait que là, direction Chamonix? Direction plus Annecy pour le moment, Annecy. mais je vais aller à Chamonix début août pour le camp d'entraînement avec Salon. Est-ce que tu vas suivre la Hard Rock en fin de semaine? Ça, c'est sûr. Un pacer qui semble en très bonne posture. T'as un partenaire de Soft Rock qui veut répéter sa victoire de l'an passé. Tu connais beaucoup de monde, je pense, qui fait la course. J'ai le goût de jaser encore un peu de la Western. Dans tout ce que tu as vu, toutes les histoires qu'il y a eu, outre que la tienne qu'on vient de parler, c'est quoi l'histoire qui t'a impressionné le plus, la performance qui t'a surprise le plus dans tout ce qui s'est passé dans cette fin de semaine-là de performance? Simon Marcel, on avait parlé, ton ancien collègue / ami, a fait une foutue grosse performance quand même. Hein? Il semble avoir eu une méchante bonne journée. Oui, il y a une bonne journée. Je pense que lui-même le dirait. Je pense qu'il est capable de... Il est capable de mieux aussi. Je pense que mais il en était très content, puis c'était cool de pouvoir passer du temps avec lui. Mais je pense que lui aussi a une petite pointe de déception malgré le fait qu'il a très bien fait, puis il devrait être très content. En fait, j'ai beaucoup aimé l'histoire de Abby. C'est sûr que en fait, ça me réjouit de voir qu'elle est revenue de grosses blessures, puis qu'elle a pu remporter la course. Ça, c'est quelque chose qui me réjouit beaucoup. Et sinon, j'ai beaucoup apprécié aussi l'histoire de Chris Myers. Je trouve ça cool aussi que, en fait, tu sais, ça doit être mentalement difficile quand même de faire la course contre Killian. Et puis de voir que, tu sais, Chris, il est quand même très jeune dans le sport. Il est arrivé 10e l'année passée, puis là, il fait un temps stratosphérique. Et puis plein de potentiel, et tu vois que quand il traverse la ligne d'arrivée, en fait, il a absolument tout donné. Exact. Évidemment, Caleb, c'est super impressionnant, mais je pense que Caleb, il a été bien... On l'attendait un peu sur cette performance-là. Ouais, je pense qu'il a été très médiatisé, puis en fait, moi, j'aime beaucoup les histoires qui sont un peu plus... un peu moins mis de l'avant. Et puis, je pense que, en fait, le finish qui m'a fait le plus plaisir... évidemment, Caitlin Fielder, j'étais vraiment contente de voir qu'elle fasse le top 10 pour qu'elle puisse revenir l'année prochaine. C'est une personne avec qui j'adore courir, puis que j'admire beaucoup. Et puis Emily Hoggood, en fait, j'ai vraiment été contente qu'elle aille chercher sa 10e place. De retour, une journée difficile, je pense, pour elle. Je pense qu'elle pouvait s'attendre elle a déjà fait beaucoup mieux, mais je trouve ça bien qu'elle a continué avec le sourire jusqu'à la fin, puis qu'elle est allée chercher un autre top 10 pour pouvoir revenir l'année prochaine. Et j'aimerais vraiment la voir faire 10 années de Western. Elle est rendue à 5. C'est ça? C'est sa 5e. Donc, puis on se rappelle qu'à 10, il donne une boucle de ceinture, 10 jours, 1000 miles. Puis je trouve ça cool parce que, tu sais, je trouve qu'elle représente bien l'ultra pour moi. Je trouve qu'elle est très souriante, très de bonne humeur, vraiment le fun. Elle a juste eu une journée difficile. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Je pense que, en fait, elle a quand même bien fait, là. Oui, c'est ça. Mais je pense qu'une journée chaude, encore plus que 2022 quand tu l'avais faite. Puis c'est quand même fou de voir les temps drastiquement descendre malgré une journée chaude, parce que tu sais, les dernières années, quand il y a eu des grosses, tu sais, mettons l'année d'avant, 2024, il y a plein d'hommes puis de femmes qui sont passés sous des records de parcours et tout, mais c'est une année typiquement un peu plus fraîche que d'habitude. Là, dans une année qui, tu regardes dans l'histoire de la Western, t'es dans le 50% plus chaud, puis pourtant, le monde continue de descendre. Tu vois à quel point le sport progresse et continue d'augmenter, là. Ben, continue. En fait, je pense que nos techniques d'adaptation à la chaleur ont beaucoup développé. Et je pense que nos techniques de refroidissement aussi se sont bien développées. Clairement. Mais oui, c'est pas plus facile sur le corps. Non, c'est ça que j'allais dire. Il va y avoir Par contre, l'autre chose qui est super impressionnante, c'est que la plupart du top 20, je te dirais qu'on était quand même dans un
piteux état là, Ouais. pour marcher, pour chercher notre podium, c'est vraiment quelque chose. Ouais. Par contre, Kylian, lui, arrive en courant, pas de problème. Ça n'a pas rapport, hein? Donc là, j'étais comme, ouais, tu sais, il est venu nous parler, il a squatté à côté de moi puis Mathieu, puis ça avait l'air très, très frais, son affaire. Moi, j'aurais vraiment jamais osé prendre cette position-là le lendemain de la Western. Ça n'a pas de sens. C'est pas pour rien Ouais, que... il fallait qu'on me dépose tranquillement Ah ouais, à terre, c'est ça. là, parce que sinon, Aïe, je pouvais aïe. pas me rendre. Mais lui, donc ça aussi, c'est quelque chose que j'ai trouvé drôle. Kylian qui squatte. Les performances du week-end, c'est Caleb, c'est Abial, c'est toi, c'est Emilia Good. Puis Kylian qui squatte le dimanche, je pense Ça, que... c'est très impressionnant. Eh là là. 10 sur 10. 10 sur 10 sur le squat. Aïe, on sait pas s'il va revenir d'ailleurs l'an prochain. Il a comme mentionné qu'il a pas fermé la porte, mais... Ouais, je sais pas. Il a pas dit officiellement, mais ce serait intéressant de le revoir. On sait que Ouais. la dernière fois, il a pris 2 fois aussi Ouais, une répétition, puis ensuite ça serait bien. un grand Moi, spectacle. j'aimerais ça le voir revenir. Ouais, c'est impressionnant. Marianne, comme d'habitude, un gros merci. Ça a été le fun de le faire en vrai, Ben oui. dans la chambre à coucher de Thomas. Non, c'est celle de ses On le enfants. remercie pour son invitation. Pour son hospitalité, Ouais, toujours un grand homme, ce Thomas. Voilà. Fait que, ben, comme d'habitude, moi, je remercie David Hébert pour le design graphique, Fred Desroches pour le thème musical, NAC, qui est ton partenaire, mon partenaire, le partenaire de plein de monde, qui nous supporte toujours autant, Noctem, Mox et, d'habitude, je fais pas ça par cœur, là. D'habitude, je lis mes affaires, là. Café Charlevoix. Et puis, moi, je les remercie particulièrement parce que Yann, il m'a donné quelques consommations. que Yes, je pourrais pour la prendre, route. Mais ouais. pas Peut-être pas pour la route. pour la route, Marianne part à Montréal, elle a 2 pintes de Noctem entre les jambes, puis c'est ça la Non, récup, non, c'est ça. non. Ils vont être bien rangés, monsieur les officiers qui écoutent, ça va être rangé dans le coffre arrière. Mais oui, c'est vrai, je vais pouvoir te faire profiter de Mox aussi Ouais, et de Noctem. Puis bientôt, il va y avoir je peux-tu dire ça? Bientôt, il va peut-être avoir un café de Café Charlevoix pas sorti du bois. Fait que je t'en amènerai un à Chamonix. Yes. La prochaine fois qu'on va se voir, ça sera peut-être à Chamonix. Ouais. Ouais, en tout cas, j'y serai avec bébé, conjointe et micro. C'est Bon, le micro, là, c'est bon. exactement. Ça va être le fun. Merci tout le monde, puis on se dit à bientôt pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.